finalement, on a tout un ensemble de modèles de climat, il y en a une quarantaine dans le monde, 2 qui sont développés en France, ils n'ont pas toujours les mêmes comportements. Et la grosse question est de savoir si certains sont plus fiables que d'autres. C'est-à-dire comment on peut discriminer parmi ces 40 modèles de climat, et plutôt que de prendre le résultat moyen, prendre les 5 ou les 10 modèles de climat qui sont les plus justes. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours de développement dans la communauté scientifique, en allant prendre des cas particuliers sur le climat récent. Par exemple, on va prendre uniquement les 5 modèles de climat qui simulent le déclin de la banquise arctique le plus proche des observations. Et ceux-là vont simuler une déglaciation plus rapide de la banquise arctique dans le futur. Mais est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Il faut aller plus loin et il faut arriver à voir s'ils représentent cette diminution de la banquise arctique avec les bons processus par rapport à ce qu'on observe. Ce n'est pas encore complètement abouti. De même, si vous vous intéressez par exemple à l'évolution des précipitations au Sahel, pour l'instant, dans un climat futur, on n'a pas de cohérence sur le signe du changement à attendre. Il y a de nombreux travaux en cours par rapport aux mécanismes fondamentaux en fait, qui contrôlent la localisation des précipitations de mousson en Afrique de l'Ouest pour arriver à identifier quel modèle les représente de manière la plus fiable et arriver à les exploiter pour savoir à quoi s'attendre à l'avenir. Et dans ma communauté qui travaille sur les climats passés, on essaye aussi de tirer parti de certains cas particuliers de climat passé, toujours dans cette optique d'arriver à discriminer parmi tous les modèles de climat ceux qui représentent le plus justement les processus à l'œuvre, en particulier ceux qui relient les changements de température de surface de la mer et la localisation des zones de précipitation ou les mécanismes d'amplification polaire. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est d'implanter dans les modèles de climat les mêmes paramètres que ce qu'on mesure sur les archives naturelles des climats passés. Par exemple, non pas uniquement l'eau, mais les différentes molécules d'eau qui contiennent de l'oxygène 18 ou du deutérium, le carbone 14 par exemple, dans l'océan, dans l'atmosphère. Et ça va nous permettre vraiment de tirer parti de toutes les observations indirectes qu'on a sur le climat, en comparant ce qu'on mesure directement dans des milieux naturels aux résultats des simulations. Il y a un exercice qui se met en place, qui consiste à avoir des modèles de climat qui tournent pour l'ensemble de la planète, mais parfois avec un zoom sur une région d'intérêt. Donc on va pouvoir affiner la maille. C'est par exemple possible avec le modèle de climat de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et donc moi j'ai collaboré avec plusieurs autres scientifiques à l'étude de ce qui se passe pour le Tibet. Le relief du Tibet est tellement complexe qu'on est obligé d'aller à une résolution de 50 km ou mieux pour arriver à représenter les effets locaux. C'est un premier exemple. Et puis donc, le deuxième exercice consiste à raffiner les résultats des modèles de grande échelle avec soit des méthodes statistiques qui permettent de relier la situation atmosphérique de grande échelle aux conséquences locales pour les pluies par exemple, ou bien de guider un modèle de prévision météo, quasiment, un modèle atmosphérique régional, par les sorties de ce modèle de grande échelle. Donc, ce sont des approches qui vont permettre d'aller de la situation, je dirais, quasiment continentale, aux conséquences, par exemple, pour un bassin versant, pour arriver à anticiper la gestion de l'eau. Mais chaque étape de ces méthodes de raffinage pose des questions de méthodologie et de fiabilité de la méthodologie par rapport aux hypothèses qui sont sous-jacentes ou implicites. Et donc, il y a vraiment, je dirais, différentes approches qui cohabitent, sachant que si on améliore la grille des modèles de climat globaux, il faut améliorer leur représentation de tous les processus physiques de petite échelle. Donc il y a un développement important qui est associé à cette amélioration aussi. Tous les phénomènes de petite échelle, la turbulence, la formation de cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau dans les nuages, ne peuvent pas être résolus dans des mailles qui vont faire 100 par 100 km. Donc ils vont être représentés de manière schématisée, on parle de paramétrisation. Et ces représentations, elles sont calées pour le climat actuel. Et on peut donc se poser la question de leur pertinence dans des climats très différents. Un climat beaucoup plus chaud, par exemple, futur potentiel. Donc la manière d'aborder cette question-là, ça va être de travailler sur l'observation des nuages actuels pour vraiment tester cette représentation-là. Donc avec des outils satellites innovants, en travaillant sur des variations à court terme, mais avec des mesures très précises. Donc ça va permettre d'améliorer leur représentation dans les modèles de climat. C'est une sorte de processus permanent. L'autre approche, c'est d'analyser les rétroactions qui sont liées aux nuages. Donc ce sont la rétroaction, c'est un mot qui désigne le cercle vicieux, c'est-à-dire que quand le climat se réchauffe,
on a une atmosphère qui contiendra plus de vapeur d'eau, on aura davantage de couverture de nuages, et la question est de savoir si ces nuages vont avoir un effet refroidissant ou réchauffant. Et malgré les incertitudes sur la représentation de petite échelle, la réponse des nuages dans un climat qui change, elle est contrôlée par des effets de grande échelle. Par exemple, près de l'équateur, on s'attend à avoir davantage d'air chaud qui monte et plus de nuages très hauts qui ont un effet réchauffant. Ensuite, on a une circulation atmosphérique avec de l'air près de l'équateur, donc qui a d'abord monté, qui est devenu plus sec, qui va redescendre, c'est ce qu'on appelle la cellule de Hadley, et on s'attend dans un climat plus chaud à ce que cette cellule s'élargisse. Alors, la conséquence, c'est qu'en fait, on déplacerait les nuages, les bandes de nuages de nos latitudes, un petit peu plus vers le nord, dans un endroit où elles intercepteraient un peu moins d'énergie solaire. Donc on s'attend à ce que ce soit également un effet réchauffant. Voilà, donc cette question-là, on va l'aborder à partir des processus de grande échelle. On va aussi l'aborder en comparant tous les modèles de climat qui existent entre eux. Et puis enfin, moi, ma contribution, elle va être d'aller tester ces rétroactions dans des climats passés, en particulier des climats plus chauds, pour voir si on a les ordres de grandeur corrects de réponse du climat. Par exemple, lors de la dernière période interglaciaire, il y a environ 125 000 ans, où on avait un réchauffement de plusieurs degrés du côté de l'Arctique. Et pour le moment, on est à peu près sur des ordres de grandeur corrects dans les simulations. Le seul défaut qu'on pourrait résumer, c'est qu'on a peut-être une tendance à sous-estimer l'ampleur des variations passées dans nos simulations.